Alors voilà, c'est le dernier temps de notre matinale consacré à l'enveloppe performante et à l'enveloppe que l'on va aller intégrer dans un bâtiment bas carbone. L'idée était aussi de voir comment on fait dans la vraie vie. Parce que ce matin, on a vu, on a beaucoup parlé, bon, on a fait le bilan, on a parlé des difficultés des modes de calcul, un peu du retour de l'OBEC. Ensuite, on a vu quelle était la part possible des matériaux et comment ces derniers s'adaptaient petit à petit à une démarche bas carbone. Et là, maintenant, on va essayer de voir avec donc Monsieur Pasquier, bonjour, Bonjour. qui est lui consultant chez Elan et qui a participé donc à un bâtiment qui a une labellisation BBCA rénovation. On va voir comment on a traité cette enveloppe pour essayer de faire au mieux. Mais déjà, Elan, qu'est-ce que c'est? Alors Elan, on est filiale de Bouygues Construction, on est un cabinet de conseil en immobilier. On a plusieurs métiers, notamment la construction durable. On travaille aussi auprès d'investisseurs sur des acquisitions, des audits de patrimoine. On a aussi tous les métiers de maîtrise d'œuvre et d'OPC qui sont un petit peu à la racine de Elan. Donc voilà, beaucoup de sujets en conseil sur toute la chaîne de valeur de l'immobilier. Alors sur le cas particulier, alors on ne va pas parler tout de suite du bâtiment, mais ce que je voudrais, c'est que vous nous fassiez un petit tour d'horizon sur la manière dont on aborde un bâtiment, et là en l'occurrence une rénovation, lorsqu'on a décidé que ce bâtiment serait bas carbone. Alors, c'est vrai que c'est important de replacer, je pense, un petit peu la méthodologie BBCA, savoir comment ça a été calculé et où est-ce que le carbone se situe en fait dans le bâtiment. À l'origine, le retour d'expérience qu'on va avoir, il n'avait pas été pensé forcément pour être labellisé bâtiment BBCA. C'est l'entreprise de travaux qui est venue proposer des variantes sur plusieurs sujets, on les verra par la suite. Pour revenir sur du coup ce label BBCA, il a été donc décliné sur le neuf il y a quelques années et maintenant sur la rénovation, étant donné que le vrai enjeu en fait aujourd'hui au vu du taux de renouvellement du parc, il se fait surtout sur la rénovation. Il vient calculer en fait l'impact carbone du bâtiment sur plusieurs briques. La première, c'est les produits de construction, les consommations d'énergie qu'on maîtrise maintenant grâce aux différentes réglementations thermiques, les consommations d'eau pendant la phase d'exploitation et également des points d'innovation sur la partie économie circulaire. Comment a été abordée du coup cette rénovation? Il n'y a pas eu un axe qui a été privilégié plus qu'un autre. Ça a été un assemblage de solutions techniques sur ces 4 piliers-là qui ont permis au projet qu'on va présenter d'atteindre le label et d'avoir aussi bien une façade performante qu'une consommation d'énergie raisonnée et une exploitation qui par la suite peut être maîtrisée. Voilà. Alors de quel bâtiment il s'agit? Alors là, on parle d'un bâtiment. Alors, on a la Allez-y, présentation allez-y. juste après. Petit problème technique, mais ça va vite être résolu. Non, on parle d'un bâtiment qui est situé à Neuilly-sur-Seine. Donc on pourrait croire que donc on est sur un quartier assez dense, très 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 urbain. On est le long de l'avenue du Général de Gaulle, dans le prolongement des Champs-Élysées, sur un bâtiment qui fait à peu près 5400 mètres carrés. C'est pas grave, on fera 100. 5400 mètres carrés, donc c'est un bâtiment qui fait du R+5 ou R+9, donc c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Et on aurait pu penser, avec ce contexte un petit peu contraignant, qu'une rénovation bas carbone, c'est pas forcément simple et qu'on doit rester sur quelque chose d'assez traditionnel. Pourquoi ce serait pas simple? Pourquoi ce serait pas simple d'aller rénover bas carbone à Neuilly alors qu'on peut le faire ailleurs? Non, c'est surtout, je voulais dire ça pour le contexte très urbain. C'est vrai qu'on a des bâtiments à proximité, on a la voirie, enfin, ça reste une rénovation comme une autre, mais c'est vrai qu'il a fallu penser aussi bien sur le temps de chantier, il ne fallait pas allonger le temps de chantier en faisant des propositions de variantes sur le bâtiment. Voilà, c'est quelque chose d'assez contraignant. Disons que la rénovation en zone urbaine semble plus contraignante qu'une rénovation dans une zone un peu moins dense. D'accord. Je vous laisse continuer. On y est presque. On y est presque.
ça veut pas, tant pis. Non, mais on va- Non, ce qui était présenté sur la slide qui va peut-être apparaître derrière moi, c'est justement les 4 piliers dont je vous parlais tout à l'heure sur la méthodologie BBCA. Il y a la partie justement construction raisonnée, où là, les thématiques qui ont été mises en avant pour une rénovation, c'est surtout la conservation au maximum de l'état existant. C'est-à-dire qu'en fait, la meilleure rénovation bas carbone, c'est de rien toucher, on va dire. Et voilà, de donc conserver l'idée, l'existant. on conserve un maximum l'existant. Tout à fait. Est-ce que vous donc ça, c'est le concept général, on va dire. C'est le concept général, c'est les différentes idées qu'on a eues sur chaque pilier. Conservation de l'existant. Sur la partie énergétique, c'est quelque chose qu'on maîtrise maintenant. On est arrivé à un gain par rapport au CEP de 46%. Le bâtiment est donc labellisé également BBC. Et voilà, on peut voir le slide. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, donc je reprends. La construction raisonnée où on venait donc conserver au maximum l'existant avec un travail vraiment sur la structure, sur les éléments qui devaient être démolis. Est-ce que c'est vraiment pertinent de les démolir pour les reconstruire? Ça rejoint le deuxième point qui est la dépose prématurée des éléments. L'utilisation de matériaux bas carbone. On va voir que sur un pan de façade du bâtiment, il était prévu une façade assez classique en mur rideau. L'entreprise de construction a proposé dans cette idée justement de démarche bas carbone une façade rapportée en ossature bois. Donc c'est vrai qu'on vient gagner en stockage carbone, en matériaux biosourcés, et ça permet de limiter le bilan carbone du bâtiment. Et sur cette partie construction-déconstruction dans la rénovation, il y a aussi tout l'état existant du bâtiment. C'est-à-dire qu'il y a eu un gros travail de fait sur les éléments qui ont été déposés, les éléments curés. Et il y a à peu près, de mémoire, 9 flux différents qui ont été identifiés pour pouvoir ensuite réemployer les matériaux sur un autre site. Voilà, c'est toutes ces combinaisons de matériaux qui permettent de gagner sur la partie produit de construction. Sur la partie exploitation, donc ce que je disais, on a un niveau qui est de 46% par rapport au seuil sur le label, la réglementation existante, pardon. Pourquoi? C'est surtout grâce à l'isolation du bâti qui a été renforcée, la gestion et la performance des équipements. Et il y a aussi eu, non, il n'y a pas eu de recours aux ENR sur ce site-là, pardon. Voilà, bon, ça c'est un petit peu les piliers du bas carbone. Les piliers du bas carbone, et donc voilà le bâtiment. C'est ce bâtiment-là, voilà, donc avenue du Général de Gaulle, 5600 et pas 5400 mètres carrés, plus une surélévation aussi qui a été réalisée. Pareil, elle devait être réalisée à la base en maçonnerie ou en béton coulé. Il a été préféré de la faire en acier, qui a une part recyclée. Voilà, c'est toutes ces choses qui ont permis au bâtiment d'avoir des résultats plutôt intéressants. Les gros enjeux ici, donc, c'était allier aussi bien la performance thermique avec le bas carbone. On ne pense plus seulement à l'énergie, mais on anticipe les futures réglementations et on vient raccorder la partie carbone. Et l'idée aussi, c'est de se dire, aujourd'hui, l'entreprise Bouygues en l'occurrence, propose plusieurs solutions d'optimisation. Comment on arrive à les quantifier pour savoir où est placé le curseur d'un bâtiment bas carbone? Là, on a vu que quand même, il fallait une accumulation d'optimisation pour avoir un résultat. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple dans cette accumulation d'optimisation? Vous faites la transition. Donc c'est ce qu'on s'est dit tout à l'heure, hein, c'est vraiment jouer sur toutes les briques du label. L'énergie en venant isoler la façade avec un gain important et qui est valorisé par un label BBC Énergie, la partie construction, la partie économie circulaire et en plus la partie stockage carbone avec la façade en ossature bois. Voilà, donc au plan technique, ça se traduit par on passe d'une façade classique à une façade ossature bois. Ça, c'est sur l'arrière du bâtiment, c'est ça? C'est sur l'arrière du bâtiment, exactement. Voilà, et sur l'avant du bâtiment, on a conservé la façade actuelle, ou est-ce qu'on a retravaillé cette façade? Alors, elle a été déposée, une partie de la façade a été déposée, elle a été refaite de manière plus classique avec un mur rideau, c'est celui que vous avez vu en illustration. Donc le travail de l'ossature bois a été fait que sur un pan de façade, pas sur tout le projet. Là, on arrive. Il y a aussi un élément quand même qui était intéressant dans ce projet, c'est aussi le réemploi des matériaux. Oui. C'est-à-dire qu'il y a toute une démarche d'économie circulaire qui a été mise en place, avec par exemple des portes qui ont été démontées. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet aspect réemploi? Et est-ce que vous connaissez l'impact, enfin, on va dire, que ça a eu sur le résultat final? Je ne l'ai pas en termes d'impact, mais je l'ai en termes de poids. Ce qui a été réemployé sur ce bâtiment-là, c'est marqué d'ailleurs ici, c'est 3 tonnes de produits et de matériaux. C'est essentiellement des produits de mobilier ou des équipements de cuisine qui étaient encore présents dans le bâtiment, qui étaient voués à partir
en filière de recyclage ou à la décharge, et qui ont pu être repris par une société spécialisée belge sur le projet. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ça a été possible parce qu'il y a une réflexion très en amont sur l'audit de l'existant, un diagnostic ressources, qui est demandé d'ailleurs par le label BBCA. Et c'est cette phase amont d'étude de l'existant qui a permis d'identifier les meilleurs repreneurs, d'identifier aussi la qualité des matériaux qui pouvaient être repris, et ensuite de pouvoir dérouler sur les filières qui ont été identifiées. Alors, je reviens sur la façade. Pareil, l'impact de cette façade, donc de cette décision de passer d'une façade classique à une façade ossature bois, comment est-il mesuré et qu'est-ce qu'il apporte ? Alors, on a fait le travail sur 2 aspects. Le premier aspect, forcément, l'énergie et l'exploitation maîtrisée. On a remarqué que du coup, le travail qui a été fait sur l'enveloppe, notamment la résistance à la menuiserie, l'isolation, enfin toute l'enveloppe au global, a permis donc de réduire de 64% les émissions de CO2 entre l'état initial et l'état projeté. Sur le focus façade en ossature bois, on l'a comparé à une façade classique en ossature métallique, et on constate qu'il y a une économie de 37 tonnes de CO2 sur ce projet-là. On joue aussi bien donc sur l'économie de CO2, on joue aussi sur la partie biosourcée. Cette façade bois, elle représente 4 kg de matière biosourcée par mètre carré de surface de plancher. Par rapport au calcul, hein, c'est ça ? Par rapport au calcul qui est établi, et ces points en fait de matériaux biosourcés sont ensuite convertis en termes de carbone biogénique qui est stocké, et permettent de gagner des points sur le label BBCA. Voilà, parce qu'on a compris que le label BBCA, et il y a eu débat tout à l'heure autour de la table, met en place l'aspect stockage. Oui, voilà. Tout à fait. Je vous laisse continuer. C'était un dernier chiffre qui était plus focalisé forcément sur la façade, mais sur l'ensemble du bâtiment, qui est de se dire quelle est la différence entre une rénovation dite classique, où on serait allé chercher des valeurs de RT existantes peut-être moins performantes, où on aurait mis la façade qui était prévue initialement. Et on remarque qu'entre une rénovation classique et la rénovation qui a été faite à Neuilly, dite bas carbone, on économise 30% de CO2. Donc c'est quand même une économie qui est non négligeable. Non négligeable. Il y a un aspect chantier aussi. Est-ce qu'on a cherché pendant le chantier à être moins impactant ? Oui, tout à fait. C'est vrai que je ne l'ai pas mentionné parce que c'est quelque chose qui, dans le bilan global du bâtiment, n'est pas forcément conséquent. Le chantier représente sur les 50 ans de vie du bâtiment peut-être 1 ou 2% du bilan carbone. Mais il y a quand même des actions qui ont été entreprises sur le chantier, notamment la mise en place de bungalows qui était RT 2012. Donc c'est quelque chose d'assez nouveau, et ensuite la mise en place de la base vide directement dans le bâtiment quand ça a été possible. Une question, là vous avez un label BBCA donc, qui est le niveau de base, on va dire, oui. C'est ça ? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire en plus ? Est-ce que vous avez regardé un petit peu pour essayer de basculer vers un niveau supérieur ? Et qu'est-ce qui fait que on a parfois un peu de mal à aller à ce niveau supérieur ? Alors c'est vrai que sur des bâtiments existants qui ont déjà leurs propres contraintes, il y a des éléments auxquels on ne peut pas forcément toucher. Quand je parlais de conservation de l'existant, forcément, à un moment on est limité, on ne peut pas tout conserver, sinon c'est vrai que le projet de restructuration a plus de sens. Pour revenir à la première partie de votre remarque, les niveaux BBCA, il y en a 3 dans le label. Là, c'est le niveau standard qui a été atteint. Pour atteindre le niveau performance puis excellence, il y a à chaque fois un gap de 250 kg de CO2 équivalent au mètre carré. C'est-à-dire que là, on est à peu près à 1400. Il aurait fallu atterrir, je pense, à 1200, ce qui refait peut-être 10% de gain au total sur le bilan carbone du bâtiment. C'est compliqué parce qu'il y a forcément une façade à refaire. Il y a des équipements techniques aussi qui sont contraints par les fiches de données qui existent aujourd'hui, qu'il faut intégrer dans le calcul. Aujourd'hui, les petites optimisations supplémentaires sur ce projet-là, on les a pas trouvées. D'accord. Merci. Et on va tout de suite passer la parole à la salle. Si vous avez des questions sur ce projet et sur la manière dont les choses ont été réalisées. Une petite question avant manger. Madame a une question.
Alors je ne sais pas si... Je vais vous passer un petit micro. Bonjour. Bonjour. Donc j'ai une petite question sur, dans le cadre d'une rénovation comme celle-là, quel est le poids de la façade par rapport aux autres lots? Parce que donc, j'imagine qu'il faut changer toutes les finitions intérieures, tous les systèmes. Et c'est pour mettre ça en relation avec votre moins 30% affiché là et le moins 64% affiché sur la slide d'avant. Là, pour essayer d'avoir... Alors les 30%, là on s'intéresse vraiment au bilan global, c'est-à-dire énergie, produits, eau et chantier. Les 64% étaient vraiment juste sur la partie énergétique. Okay. Mais c'est une question très intéressante. Dans les projets de rénovation sur la façade, il faut bien distinguer les projets de rénovation légère, les rénovations thermiques, et les rénovations lourdes, restructuration. Sur ce projet de rénovation lourde, le lot façade, dans le bilan des produits de construction, représente environ 20%. Étant donné qu'on joue moins sur les lots de superstructures et d'infrastructures. Sur une rénovation légère, où on n'est pas censé trop toucher à la façade, où on touchera surtout à l'isolation, la part elle sera beaucoup plus faible, elle tournera autour des 5 à 10%. À titre de comparaison, sur un projet neuf aujourd'hui, d'après les dernières tendances HQE Performance, choses comme ça, le poids de la façade représenterait 10% sur un bâtiment C1. Voilà. Donc c'est le poids carbone de la façade du berceau jusqu'à... C'est le poids carbone de la façade sur les produits qui sont conservés, qu'on va considérer comme étant égal à 0. Et pour les produits qui sont ajoutés, c'est de leur production, l'extraction des matières premières, la production de ces produits-là, jusqu'à leur fin de vie et du coup leur mise en décharge ou leur recyclage. D'accord, ok. Donc sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Sur l'ensemble du cycle de vie. Y a-t-il une autre question ? Bonjour. Bonjour. Une question pour comment prend-on en compte l'existant, c'est-à-dire ces zéros, ça c'est une question que je me pose. Enfin voilà, comment ça s'évalue, comment vous l'avez évalué? C'est vrai que la méthodologie BBCA a bien pris en compte ce sujet-là, qui est un sujet complexe, parce que quand il y a un projet de restructuration qui arrive, on n'arrive pas forcément à savoir dans le cycle de vie d'un bâtiment à quel moment on est placé. Est-ce qu'on est au début, à la fin? Est-ce on parlait des 50 ans tout à l'heure. Il avait quel âge ce bâtiment? Typiquement, je n'ai pas la réponse. Non, mais c'est vrai que c'est des choses qui sont compliquées. Donc la simplification a été faite dans cette première version du label BBCA, de dire que les matériaux conservés, l'impact carbone associé est égal à 0. Par contre, il y a un travail qui a été effectué sur les matériaux qui sont déposés et curés au sein du bâtiment, où là, le label demande à ce que cet impact soit quantifié pour éviter la dépose prématurée des produits. Je m'explique, si une moquette a une durée de vie de 30 ans et qu'on vient la retirer au bout de 15 ans, eh ben, on ne peut pas considérer que son impact est égal à 0. Il lui reste encore 15 ans d'impact carbone à émettre. Voilà, donc pour l'impact des matériaux conservés, c'est égal à 0. Pour l'impact des matériaux déposés et curés, là par contre, il faut bien faire le calcul. Ça demande pareil, dans l'idée du travail en amont, à effectuer beaucoup de recherches sur le type de moquette, le type de matériaux, sa date de pose, la dernière rénovation qui a été effectuée. Donc c'est un travail qui, au-delà de l'entreprise, du concepteur et de toute l'équipe de maîtrise d'œuvre, demande beaucoup de travail pour les investisseurs en général qui sont propriétaires des immeubles et qui doivent avoir une vision sur... Voilà, parce qu'il faut les embarquer aussi, les investisseurs, c'est Exactement. pas si simple. Exactement. Une autre question? Eh bien, écoutez, ce sera le mot de la fin alors sur les investisseurs. Merci. Merci, vous pouvez applaudir. Et juste pour terminer, toutes les conférences donc façades performantes d'hier et celles d'aujourd'hui seront visibles d'ici peu sur notre site internet Bâti-Journal TV. Voilà. Et on essaiera de faire une information de diffusion. Merci à vous.